Bonjour tout le monde. Je tiens à mon tour à remercier tout d'abord Baïda qui m'a fait confiance. Il m'a demandé de faire la lecture de ce livre. Je remercie la Fondation en nom de C. Mohamed Janjar et je suis heureux dans cet après-midi pour essayer de vous présenter ce livre. Tout d'abord, moi je considère que le livre « Histoire du sucre marocain », de la Méditerranée à l'Atlantique du XIe au Xe siècle. Je dirais c'est une aventure, beaucoup plus une aventure sucrée, puisqu'on parle du sucre, pour ne pas dire positive. Elle est sucrée, enfin positive, dans la mesure où déjà le titre m'interpelle. Disons que le titre de la Méditerranée à l'Atlantique, c'est une volonté déclarée par les auteurs pour suivre l'évolution de cette activité de la Méditerranée à l'Atlantique. Et je pense, connaissant l'auteur, j'ai oublié de le mentionner parce que Bernard Rosenberger était mon professeur au lycée d'abord. Au lycée Ibn Abbad, 2e année, 5e année secondaire. Et il était responsable de ma vocation d'historien. J'ai choisi l'orientation à cause justement de sa méthode et à cause de ce qui nous a inculqué, jeunes que nous étions au lycée Ibn Abbad. Je le retrouve à l'université. À l'université aussi, il nous a bien donné une méthode de travail. J'ai discuté ce matin, j'étais très heureux de le retrouver et d'en parler avec lui de ses souvenirs si lointains. Et en plus de cela, il m'a même... Je voulais faire une thèse sur... Je suis hispanisant pour faire sur le Maroc et l'Espagne. Il me disait à l'époque, c'était l'époque disons, dans les années 70, vous connaissez l'époque, c'est-à-dire il disait, vous voulez chercher les facteurs ou les éléments d'explication des crises du Maroc en allant chercher les facteurs, disons, extérieurs. Et c'est lui qui m'a proposé de travailler sur Ibn Abi Mahalli. C'est le personnage qu'il aimait. Et donc, vous voyez qu'il a une grande responsabilité dans mon orientation. Donc, je tiens aussi à le remercier et j'étais très heureux. Donc, je crois que dès le départ, en lisant ce livre, j'ai vu que les deux auteurs sont restés très fidèles, disons, à la logique de l'histoire. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils n'ont pas négligé la dimension chronologique. Ils ont fait, je vais revenir tout à l'heure, le livre en 3 parties, du 11e, disons, au 16e, et du 16e au 17e, puis au-delà, 3 parties où, bien sûr, disons, la chronologie est respectée. Donc, ils ont maintenu cette logique parce que la logique de l'historien, c'est d'abord la chronologie ou l'évolution. Deuxième idée, ils ne sont pas restés dans leur méthode de travail, dans leur approche. Ils ne sont pas restés justement dans le récit événementiel, c'est-à-dire raconter les événements. Et je sais qu'il a été toujours contre l'événement, mais il était toujours pour la structure. Et en plus, donc, dans leur analyse du livre, bien sûr, il y a les analyses thématiques. Donc, ils ont essayé d'associer d'un côté la chronologie, les étapes, les 3 étapes d'évolution de cette activité depuis le Moyen-Âge ils sont même allés jusqu'au XIXe siècle
pour essayer de montrer que le renversement de la situation où l'activité sucrière allait changer puisque les Marocains vont augmenter leur consommation, mais le Maroc a perdu justement cette activité. Donc il y a les étapes d'évolution. La première étape, je vous donne une idée du livre, étape et évolution jusqu'au XVIe siècle. C'est ça la première partie. La deuxième partie, c'est les Saadiens et le sucre. Troisième partie, vers la fin du cycle sucrière. Donc, l'analyse, moi je pense que l'analyse a été beaucoup. Quoique, moi je pense qu'il y a un déséquilibre dans les trois parties, et je le comprends parce qu'en lisant leur travail, j'ai senti justement l'embarras ou le souci des chercheurs parce qu'ils n'étaient pas armés de sources qui leur permettaient justement d'aller et de dire ce qu'ils voulaient, par exemple, ça dépend des personnes. Ce qui explique pourquoi la première partie est rétrécie, donc elle est 3, c'est à peu près 30 page 33. La deuxième partie, la troisième, ça constitue le gros du livre. Donc, moi j'ai aussi j'étais interpellé aussi par la bibliographie. Quand ils ont essayé de montrer au lecteur une bibliographie d'une manière intelligente, c'est-à-dire ça aide déjà le chercheur, ça aide déjà le lecteur à s'orienter. Et quand il cherchera s'il est intéressé par une idée, par un point, il peut revenir à la bibliographie et la bibliographie qui l'intéresse. Donc il y a premièrement des sources arabes, les manuscrits et les imprimés, très utiles pour les chercheurs, les sources européennes, surtout, je reviendrai là-dessus, les sources inédites de l'histoire du Maroc, qui constituent quand même la partie ou constituent justement le matériel important dans les travaux. Puis, les études sur le sucre. Et je vous invite aussi à voir les livres que fait l'exposé sur la question maintenant, ici dans la Fondation. Le livre traite donc un sujet resté marginal dans l'historiographie marocaine. Il y a peu de Marocains qui ont travaillé sur la question, pratiquement pas. Je ne considère pas Bernard Ozamji comme non marocain, parce que donc il reste quand même très attaché au Maroc. Il a beaucoup fait pour les historiens et l'histoire. Donc, les auteurs donc étaient conscients de ces difficultés et ils étaient aussi conscients des défis auxquels ils seront affrontés. Leur idée principale qu'ils ont essayé d'exposer déjà dans l'introduction, c'est situer, disait-il, l'histoire du sucre marocain dans l'histoire générale et montrer sa place dans l'économie et la société marocaine. C'est le souci majeur qu'on retrouve à travers toutes les analyses et on le trouve timide, par exemple, dans la première partie, parce que donc ils ont utilisé, je comprends leur situation, la première partie, donc on a utilisé les sources arabes et on a procédé par comparaison. Et c'est-à-dire, parfois on ne trouve pas le matériel nécessaire pour construire un récit. Donc, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? C'est essayer de voir Ibn Hawqal, essayer de voir l'Idrissi, ce qu'ils ont fait ici ailleurs. Et ça, on voyait leur gêne, on voyait leur souci méthodologique très important. Donc, ils sont arrivés à montrer dans ce livre la spécificité marocaine. Ça, c'est très important. C'est-à-dire à travers la lecture et à travers... C'est-à-dire, moi, je reviendrai sur la méthode. Leur utilisation du conditionnel, leur utilisation probablement, leur utilisation, ça montre, c'est-à-dire la rigueur d'une part, c'est-à-dire ne pas se lancer quand on n'a pas... Ça, c'est le métier d'historien,
qui n'osent pas, disons, avancer une idée ou aller au-delà sans elle. Donc, ils sont arrivés à montrer dans ce livre la spécificité marocaine. L'étude couvre 6 siècles, du 11e au 17e siècle, même s'ils ont réservé une page ou 2 pages pour le 19e siècle pour montrer là le renversement de la situation. La démarche du livre a tenté de mettre en relief une période peu connue, le sucre du Maroc durant la période médiévale. L'époque moderne a été plus ou moins, moi je pense que, disons, le tournant pour ce thème, c'est lié au travail de l'archéologie. Ils le disent. Et donc, je sais que le travail de Berthier, Paul Berthier, est important, est très important parce qu'il a fait des fouilles archéologiques dans différentes régions de Maroc. Et donc, c'est lui qui a, disons, montré la voie qu'il fallait suivre. Mais depuis le temps, je crois que seul Rosenberger, Bernal, il a essayé pour nous, c'est-à-dire tous les historiens marocains, jusqu'à présent, il n'y a pas un seul qui a tenté plus ou moins d'aller dans... Même les archéologues, donc, ils n'ont rien fait sur ce. Le positif de la première partie, à mon sens, est de se poser la question de l'origine. L'origine de la canne à sucre. Ça a été très marqué dans la première partie, et je trouve que c'est très intéressant. Comment et par qui et quand cette culture de la canne à sucre a été introduite au Maroc. Et ils ont fait toute une gymnastique là-dessus pour essayer, d'abord, dans leur but de refuser certaines thèses, certaines hypothèses, notamment ceux qui croyaient que ça coïncidait, l'introduction a coïncidé avec la conquête arabe, c'est Berthier, je crois, qui le disait. Il le refusait. Il refusait aussi le cas de Lippmann, qui a essayé aussi de... Il s'appelle Lippmann, il s'appelle Lippmann. Paul Lippmann. Donc, il refusait son hypothèse et ils ont même, je crois que c'est enrichissant, revenir à la langue et voir même le chant, disons, de mots de sucre, ils ont essayé de voir Dimashqi, de Dimashq, Suleymani, ils disaient d'Iran, ou bien Khana, je crois, et finalement de l'Inde. Donc, là, ils ne tranchaient pas. Ça restait plus ou moins très... Deuxième idée aussi que je trouve très intéressante dans leur règle, c'est dégager les usages alimentaires et médicaux. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup apprécié à travers le livre, c'est-à-dire comment ils essayaient de voir comment cette activité, cette canne à sucre et ce sucre allaient s'enraciner dans la société marocaine et ils ont toujours marqué la différence même dans la toponymie, dans les mots. Il y a une très grande différence entre l'utilisation de mots en Occident, dans l'Occident chrétien ou bien aussi dans le monde musulman. Donc les auteurs ont centralisé leur analyse sur l'époque saadienne. Donc, la première période, c'est essayer de montrer, mais sans avoir vraiment de conviction, de montrer que les Almohades, peut-être, se sont intéressés, mais faute de sources, faute de documents, ils n'osent pas trancher. Donc, l'époque saadienne, pour eux, c'est le projet politique. Je vais revenir là-dessus. Ils ont essayé de dire que le projet la canne à sucre, le projet sucre, c'était un projet beaucoup plus politique pour les Saadiens. Et ils voulaient, les Saadiens, créer un État fort, assurer les besoins financiers de cet État, donc
il y avait aussi un troisième facteur, l'ambition califale de Ahmed al-Mansour, c'est-à-dire l'ambition califale, et tout cela nécessitait plus ou moins beaucoup de finances. Et pour eux, c'est-à-dire pour eux, c'est aussi ce qui expliquerait justement l'importance de l'économie sucrière à l'époque saadienne. Et trois phases dans l'élan de la politique du sucrière et du saadien. La première, c'est la première étape pour eux, disons, elle va jusqu'à 1541, c'est-à-dire depuis l'arrivée début du XVIe siècle jusqu'à plus ou moins à 1540, la reprise de Santa Cruz. Donc pour eux, moi je pense que l'idée c'est le fait que le port et la commercialisation qui allaient prendre. Donc pour eux, cette partie, donc faute de sources et faute de documents, ça n'a pas pris beaucoup d'importance dans leur travail. La deuxième partie, c'est la plus, c'est-à-dire depuis la prise de Santa Cruz en 1541, donc jusqu'à 1576. Et pour eux, cette période est primordiale. Moi, j'ai constaté qu'il doit me corriger. D'un côté, il mettait l'accent cet état fort, et parce que le sucre ou cette activité sucrière a été imposée d'en haut. C'est l'État qui l'impose. Et il impose, et ils font la distinction entre Mohamed Cheikh, c'est-à-dire de 41 à 57, et aussi de Ahmed al-Mansour, de 1578 à 1603. Pour eux, cette période, c'est là où la force a été... Bon, vous me corrigez après si je dis des bêtises, mais pour eux, cette période où la force a été exercée. Puis ils mettaient une période entre guillemets celle d'Abdullah al-Ghalib. Il a été marqué, selon eux, par une certaine stabilité où on n'a pas essayé d'user de la force. Donc, pour eux, ce qui était important, la troisième partie, 72 disons, de 72 à 1591, à l'expédition de Soudan, la croissance justement du sucre dans les échanges. Donc c'est très important. Ils ont beaucoup mis l'accent sur le lien entre le sucre, l'activité, l'extension et le commerce avec le monde extérieur. Et ils vont même, donc cette période, l'extension des échanges au niveau international, l'extension de la croissance des sucres en échange, et deuxièmement, l'extension même de la culture de la canne à sucre. Donc, et même la création de nouvelles sucrières, non seulement, ça ne reste pas circonscrite dans le Souss ou dans le Chichawa, même dans le nord de l'Atlas, il parlait d'excellence. Donc, mais en même temps, il mettait une réserve très importante. Et cette réserve, d'abord, c'est-à-dire cette plante, cette canne à sucre, elle est néfaste pour l'environnement. Elle a besoin de beaucoup d'eau, elle a besoin d'une température, elle a besoin d'une main-d'œuvre très importante. Donc tout cela, ça montrait plus ou moins les inconvénients de cette plante et pourquoi elle sera abandonnée par les... Le livre aussi relativise aussi, moi ce que j'ai essayé ce qui m'a le plu aussi dans ce livre et qui mérite d'être lu, c'est qu'il relativise la prospérité des sultans, du sultan surtout le sultan doré, le Mansour Dabi, sultan qui a été
disons, prépondérant d'abord comme initiateur de cette culture, comme constructeur d'une infrastructure très importante et trop présent dans la commercialisation. Donc, pour les besoins croissants, et ils ont réservé un chapitre très intéressant sur, ils l'ont appelé le makhzen, les défauts du makhzen. Je reviendrai à la fin sur avec des remarques là-dessus. Il était à l'origine du dérèglement du commerce du sucre. Il était aussi à l'origine de la faillite des intermédiaires. Le makhzen était à l'origine de la perte de cette activité. Et donc, Al-Mansour et ses ambitions califales, je reprends ce qu'il disait, Al-Mansour et ses ambitions califales coûtaient cher à la population et à cette économie. Fin de citation. La disparition de cette activité n'est pas liée seulement aux calamités, à la guerre civile, selon eux, mais c'est donc la faillite ou la disparition pour les auteurs n'est pas parce que l'explication générale connue au Maroc, on a toujours essayé d'expliquer ça par la crise et les calamités, l'épidémie, etc., la perte. Mais pour eux, c'est la disparition de ces... Je reprends ici ce qu'ils disent. La disparition de cette activité n'est pas liée seulement aux calamités, à la guerre civile, de la première moitié du siècle, mais surtout au makhzen. Mais ils utilisent le makhzen dans un sens très large. Donc, la conquête, le déclin aussi, ils disent, à la fin du siècle, dans les structures de la production. Ils s'arrêtent, et moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que généralement, il y a une fausse idée sur la conquête du Soudan. On a toujours dit deux choses. D'abord, la conquête du Soudan pour exprimer justement la grandeur de Mansour, d'une part, et deuxièmement, pour essayer aussi d'expliquer là l'exploitation des abid, des esclaves. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il refusait cette hypothèse. Il disait que, au contraire, la main-d'œuvre utilisée, ce n'était pas les esclaves, mais c'était disons, les paysans, la population marocaine qui était contre, parce que imposée d'en haut, elle a été à l'origine justement du dérèglement des cultures vivrières de subsistance. Donc la population, c'est pas un hasard. À la mort d'Ahmed al-Mansour, il commençait justement à attaquer ces roues parce ça m'a rappelé le roman de Germinal. Le Germinal, c'est-à-dire avec l'industrialisation de Stendhal, d'Émile Zola. Émile Zola, donc les gens qui travaillaient avec les usines, avec les machines, ils ne trouvaient plus de travail. Dès qu'il y a une crise, ils commençaient à casser justement les usines. C'est ce que font, par exemple, les paysans dès qu'il y a une absence ou une faiblesse. Donc, il y a... Ensuite, il y a, pour être à l'heure, j'ai encore 10 minutes, je croyais qu'à ce Raïs. Donc, je pense que ils ont essayé de montrer comment cette activité allait avec finalement, puisque ça venait d'en haut, c'est ce qu'ils ont essayé d'expliquer. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais avec la faiblesse de ceux qui l'ont, disons, imposé, avec la faiblesse saadienne, aussi cette activité allait diminuer progressivement durant le XVIIe siècle. Donc cette activité venant d'en haut, imposée, c'est une plante royale qui allait disparaître avec la disparition de la famille royale saadienne. Activité, disons, ils ont conclu dans le livre, activité sous la mainmise
du commerce international. Donc, ils disent dans leur conclusion, donc la consommation locale était faible, la mainmise du pouvoir, et puis le rouage des négociants. Donc, il y a une tractation, et ça, ils l'ont très bien montré, c'est-à-dire les commerçants, en fonction des besoins, en fonction de la situation, bien sûr, ils tiraient le maximum de profit. Ce qui les intéresse, c'est d'abord une économie à gestion complexe avec des ambitions démesurées. Donc, ce que j'ai essayé d'avoir des petites observations. Je ne peux pas faire des observations à mon professeur. Mais je sais qu'il est très tolérant. Donc, ce que j'ai d'abord apprécié, ils ont essayé de mettre le relief, l'impact de cette culture sur l'environnement. Ils ont essayé de montrer que cette plante n'est pas adaptée à la situation. Deuxièmement, projet imposé d'en haut, la place du makhzen dans la politique sucrière, pour eux, c'est un problème. 3, le travail. Ils ont nuancé aussi le travail. Le travail, c'est-à-dire des esclaves, pour montrer que c'est le travail des paysans marocains. Ils ont nuancé la gloire d'Al-Mansour. Ils ont montré que, au contraire, Ahmed al-Mansour, durant le règne d'Ahmed al-Mansour, a été traversé, disent-ils, ça c'est leur phrase, le règne était traversé par une crise sur tous les plans. Ne pas tout expliquer par la crise, c'est-à-dire ils cherchaient, donc, je sais, les gens qui ont essayé d'expliquer ça sur le Maroc, ils ont mis l'accent sur la crise, le waba, ta'oun, de la fin du XVIe siècle jusqu'à 1610. Le déclin de cette activité est lié aux enjeux et aux tractations. Ils ont beaucoup mis l'accent là-dessus, tractations dans les échanges européens qui se dessinent, les échanges au XVIIe siècle qui dessinaient, d'après ce qu'ils ont écrit, qui dessinaient déjà l'avenir, ce qu'allait se passer au XVIIIe et au XIXe. Réussite dans l'exploitation, minutieuse des sources. Moi, ce qui m'a le plus importé, c'est comment, partant de rien, il n'y a pas d'information, il revenait aux sources inédites. Et moi, je redécouvre, je me dis, je dois revisiter les sources inédites. Parce que j'étais épaté par ce qu'ils ont essayé de glaner comme information sur le thème. Et certainement, je lui laisse la parole, c'est certainement d'autres thèmes peuvent être glanés et les sources inédites. Je me suis rendu compte que les sources inédites n'ont pas été jusqu'à présent. Donc, le sucre a permis au pouvoir saadien d'avoir un négoce prospère. Ils ont dit que c'est une exagération. Ils refusent cette idée. Donc, le débat, moi je trouve que le débat sur l'origine est très important, montré. Et la méthode, moi je suggère à tous les chercheurs, c'est-à-dire surtout ceux qui commencent, c'est-à-dire pour avoir, moi je connais sa méthode, la méthode de Rosenberger, je la connais, parce que c'est le prof qui travaille avec les textes. Mais je vois ici, pour les jeunes chercheurs, c'est très important de voir comment ils utilisaient les documents, comment ils restaient ils les utilisaient, mais avec prudence. Avec prudence, c'est très important. Donc, tout cela, donc, je ne m'arrête pas sur les verbes au conditionnel. Énorme. J'aurais probablement, rien ne prouve, certains documents
ne permettent pas. Donc, ce genre d'écriture est très important. Mais quand même, je ne comprends pas pourquoi vous utilisez l'édition de Fshtali. Vous utilisez à la fois celle de Krim et celle de Gennoun. Oui, parce qu'il y en a deux. Alors que c'est pas toujours d'accord. C'est Gennoun qui est le plus donc, non. Mais vous avez utilisé beaucoup plus de Krim. Bon, il y a autre chose que j'aimerais que vous me répondiez là-dessus. Bon, je sais que la montée saadienne, vous mettez l'accent sur justement l'économie du sucre. Mais aussi, vous n'avez pas donné la place, c'est-à-dire le rôle joué au XVe siècle par les Zawiyas. Ça a été plus ou moins, moi je trouve que quand même on ne peut pas comprendre plus ou moins l'arrivée au pouvoir des Saadiens. Bien sûr, l'économie du sucre et l'économie par la suite, quand ils avaient cette ambition. Mais au départ, je pense que ça... il y a une autre idée que j'aimerais bien qu'on discute. Vous avez dit que il n'y avait pas l'investissement du capital privé. Donc ça, donc parler du capital privé, c'est un peu, je pense, un peu exagéré. Et deuxièmement, je pense à une autre idée. Vous ne parlez pas de la modernité de l'État, mais vous parlez, en parlant de vous parlez de l'action politique moderne. Là, ça m'interpelle sur une question qui, plus ou moins, reste très en débat, c'est-à-dire vous le dites d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire la différence, la dichotomie entre le haut et le bas. Ce que nous avons vu, c'est-à-dire il y a un divorce entre le socle social et l'État. D'un côté, l'État est en avance par rapport à la société, parce que l'État est toujours obligé de s'ouvrir sur le monde extérieur, même s'il n'est pas moderne, ces institutions restent, mais en même temps, comme ils sont obligés, bien sûr, de travailler avec le monde extérieur, donc l'État est en avance par rapport à la société. Mais en même temps, il n'arrive pas à s'exprimer, il reste isolé. Et là, on le trouve dans cette activité. On trouve que, bien sûr, il n'arrive pas, justement, et même la population était comme. Et finalement, est-ce que vous avez parlé du rôle des Juifs? Vous avez même parlé de Tujjar Sultan. Bon, Tujjar Sultan, je sais que c'est par Mohammed Ben Abdallah par la suite, etc. Mais là, vous êtes arrivé quand même à montrer qu'il jouait le rôle. Est-ce que vous ne croyez... Moi, je pense que les Juifs ont été aussi un obstacle. Pas toujours positif. Je pense, par exemple, à Palach, le rôle qu'ils ont joué par la suite. Donc moi, je pense... On a toujours enjolivé, mais il faut aussi, pour l'histoire, il faut quand même donc le rôle. Et finalement, pour terminer, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un manque de la construction d'une classe entreprenante? Vous parlez des entreprises. Il n'y a pas une classe entreprenante, c'est-à-dire ce que nous avons vu en Europe. C'est-à-dire que c'était un tout, et il y a cette classe qui arrivait depuis le XIIIe siècle, chose qui, au Maroc, est-ce que vous avez une idée pourquoi les gènes de la construction? Et merci.